Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boom Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, bienvenue. On est content de vous retrouver cette semaine du coup pour un nouvel épisode du podcast. On peut commencer directement avec les actus de la semaine. Ouais. La giga boom anecdote. Sauf si quelqu'un a un commentaire à faire. je crois que c'est bon, je pense que tout le monde est là. Du coup, on commence par lesquelles, parce qu'il y en a quelques-unes. On terminera peut-être par celle qui introduira l'épisode du jour, mais on pourra d'abord aborder les deux autres. Oui. Du coup, j'étais en train de dire qu'on peut commencer du coup avec qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Du coup, pour finir la semaine, le vendredi soir, nous avions eu l'AG de notre copropriété, de notre RP. Donc en fait, on est dans un immeuble, on l'a déjà expliqué plein de fois, mais c'est un appartement qu'on avait eu sur plan, en primo-accession. Et alors, on n'a pas le temps d'aller aux réunions des copropriétaires, c'est tous les mardis, je crois. À 17h. À 17h, voilà, donc on n'est jamais à l'heure, donc on n'a jamais participé à ça, même si je pense que l'année prochaine, j'aimerais bien y participer, en vrai, parce qu'on Ça marche. Énormément de choses. Tu viens avec toutes les petites vieilles à 17h le mardi. Et du coup, stagiaire de copro, donc en fait, qu'est-ce qui s'y passe? En fait, on vote les dépenses, donc on dit qu'on est d'accord, pas d'accord, on vote les résolutions qui ont été mises. Là, on avait quoi? On avait les caméras, il me semble. Ouais. Une pergola. Et le budget du jardinage. Le budget du jardinage. Mais tout ça, ça coûte un fric monstre en plus. Vraiment, à chaque fois que j'y pense, je suis là, bon. Et la dernière résolution, c'était un de nos voisins, donc pas sur notre bâtiment, le bâtiment en face. Au dernier étage, en fait, il veut mettre un spa sur sa terrasse. Et alors là, on y a passé, je crois, une demi-heure sur le spa. Vraiment, ah ouais, c'était incroyable. Donc voilà. Et... Attends, faut peut-être leur introduire un petit peu de storytelling, parce que je pense que personne ne sait vraiment ce qu'est une assemblée générale de copro, parce que si vous n'en avez jamais fait dans votre vie, vous n'avez absolument rien raté. Faut savoir que vous avez ça uniquement que vous avez un bien en copropriété, donc la plupart du temps ce sera un appartement ou un locaux commerciaux. Nous on en a pas mal quand même dans différentes copros, parce qu'on a 2 appartements dans des copros différentes, on a des locaux commerciaux qui sont à chaque fois dans des copros également. Ça distinguait forcément des immeubles qu'on est monopropriétaire et qu'on gère nous-mêmes, qui est d'ailleurs moins cher et plus efficace. Et forcément, à chaque fois, on a la traditionnelle AG annuelle où ils décident de tout un tas de résolutions. Et en fait, il faut savoir que c'est rempli de boomers. Et encore ça, si c'était que ça, à la limite, ça serait pas si grave que ça. C'est surtout que ça prend énormément de temps, que c'est le moment où vous avez les voisins qui règlent les comptes, et qu'en fait, souvent, effectivement, comme tu dis, ça devient un vrai poulailler. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez du coup le syndic de copro qui gère cette assemblée générale, qui l'organise, qui vient avec son ordre du jour, qui fait voter les gens, qui fait élire un président et des scrutateurs de la séance. Et ensuite, vous avez une liste de points à l'ordre du jour. Donc, en général, vous avez les points qui ne font pas trop débat. C'est souvent l'approbation des comptes de l'année d'avant et le vote du budget de l'année suivante. Même si déjà, rien que pour ça, on peut déjà avoir... Moi, tu vois, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas décider de grand-chose parce que, en fait, c'est super dur. Il fallait être déjà aux réunions de copro pour savoir ce qui allait se dire. Vérifier les factures. Du coup, on avait... Vérifier les comptes. Vérifier les comptes. Vérifier les comptes, c'est ça. Donc nous, on avait entouré, on avait des questions, mais en fait, on se rendait bien compte qu'on n'avait pas grand-chose à contredire. En fait, de toute manière, tous les vieux, ils étaient d'accord. Et ouais. En fait, c'est ça. Surtout aussi, on vote, c'est pas anonyme. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, vous êtes là et vous levez la main. Ah oui, vous votez à la main levée. Alors, à la limite, ça, je trouve ça encore bon. C'est pas... Moi, je trouve ça honnête. Oui, voilà, c'est honnête, c'est pas si gênant. Vous brouillez avec vos...
Sachant qu'il y a toujours le moyen, vous pouvez voter pour, contre ou vous abstenir. Oui, abstenir, c'est pourquoi un peu En fait, c'est parce que tu votes à majorité relative. Ah, ok. Donc, si par exemple, tu as beaucoup de contre et que tu as beaucoup de pour et tu es un peu entre les deux, on l'expliquera après, mais ce qu'on a fait pour les caméras, ils voulaient mettre des caméras de surveillance. Moi, je suis pas contre, mais je trouvais que c'était cher parce que j'ai fait un rapide calcul dans la tête, ça allait nous coûter genre 15 balles par trimestre pour des caméras, je trouve que ça fait quand même cher. Enfin, vous le multipliez par une cinquantaine d'apparts dans la résidence, vous voyez quand même que ceux qui posent les caméras, ils s'engraissent bien comme il faut. Et en plus, c'est uniquement pour les délits, c'est-à-dire que c'est même pas des caméras que vous pouvez utiliser genre comme dans une maison pour juste vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'introduit, etc. Faut vraiment qu'il y ait un délit, que vous ayez porté plainte à la police et c'est seulement la police qui pourra consulter les caméras. Donc autant vous dire qu'on va en fait jamais s'en servir quasiment. Donc sachant qu'en plus, je sais même pas si c'est spécialement dissuadant parce qu'en plus, même si la police on porte plainte, on voit la justice en France, c'est même pas sûr qu'ils aillent vraiment consulter les images pour. Classer sans suite. Exactement. Donc voilà pourquoi j'étais pas très chaud de mettre de l'argent dans le vent, on va dire. Mais c'est vrai qu'on s'est abstenu parce qu'il y avait pas mal qui étaient pour, pas mal qui étaient contre. Et en fait, sur le principe, on était pour, mais on était juste contre d'un point de vue financier, quoi. Bon bref, ça c'était un détail. Et vous avez tous les points à l'ordre du jour. Nous, ça va encore que comme c'est une copro neuve, on avait que 10 points. Et ça m'est déjà arrivé, la seule autre AG que j'avais fait, parce que j'en ai fait qu'une seule autre dans ma vie, tellement je trouve que c'est une perte de temps incroyable. En fait, il y avait une trentaine de points à l'AG. Ah, quand même. Et vraiment, au bout de 2 heures, on n'en était même pas à la moitié. Et en plus, je me souviens, c'était incroyable. Ils avaient élu le président, donc c'était une personne âgée, je pense, qui devait être de là depuis 20 ou 30 ans dans la copro, qui avait envie d'être le président et se sentait un peu comme le Châtelet, quoi. Et en fait, sauf qu'il bégayait. Ah, merde. Et qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui doit mener une réunion, une assemblée qui bégaye, en fait, vous avancez pas, parce que le problème, c'est que la personne bégaye, que du coup, elle reprend ses phrases en permanence, que dès que vous avez quelqu'un qui la coupe, en fait, elle recommence depuis le début, et en fait, on n'avançait pas. C'était interminable. Et ce jour-là, d'ailleurs, on est parti avant la fin. On n'est même pas resté jusqu'au bout et je m'étais dit que c'était la dernière fois que je faisais une AG comme ça dans ma vie. Alors que pourtant, en vrai, c'est quand même bien d'y aller pour savoir ce qui se vote et tout ça. Là, c'est parce qu'on y habite. Oui, donc en fait, on va dire ça nous impacte directement dans notre quotidien, mais toutes les autres AG des différents lots qu'on a, on n'a pas le temps, t'imagines je sais pas, à tout péter, on est quoi? On doit être dans 6 copros différentes. On est dans 6 copros différentes. Je pense que celle qu'on fera en particulier, c'est là où on a les tantièmes les plus importants. Parce que là, du coup, c'est plutôt nous qui allons décider de comment ça se passe. Mais là, honnêtement, par rapport aux tantièmes, en plus, du coup, tous ceux qui sont là, c'est les vieux. Les vieux, c'est ceux qui ont plus de tantièmes parce qu'ils sont, c'est eux qui ont le plus d'argent à mettre dedans. Et je suppose que quand on monte dans les étages, c'est de plus en plus grand. Et du coup, c'est vrai que c'est juste pour se tenir au courant et on peut voir nos voisins aussi, on n'avait jamais vu notre voisin. donc voilà. Toi, t'as pas raconté ce qui était vraiment drôle, c'est que du coup, on a fait les résolutions, ça a été plutôt vite, je pense que il y avait 10 résolutions, les 9 premières, on les a fait peut-être en 30 minutes, un truc comme ça. Et le spa. Et en fait, la dernière résolution, c'était comme tu l'as expliqué, c'était un mec, donc nous on est dans le bâtiment B, dans le bâtiment A, au dernier étage, il y a des grands apparts, toit terrasse, je pense que vous voyez ça, c'est dans les nouvelles copros, c'est des apparts, ça vaut le prix d'une villa, je pense que le mec l'a payé entre 500 et 600 000 euros son appart, je veux dire, il fait pas une centaine de mètres carrés avec autant de terrasses. Et en fait, il avait fait tout un discours qu'il avait écrit sur un bout de papier et malheureusement pour X ou Y raison, il avait pas pu être là ce jour-là. Du coup, il l'avait transmis au responsable du syndic de copropriété qui nous a lu. Et en fait, apparemment, le mec, quand il a acheté l'immeuble, il voulait absolument, c'était une des conditions essentielles pour lui qu'il puisse installer un spa sur son toit terrasse. Et le problème, c'est que le constructeur, ils avaient déjà entamé les fondations de l'immeuble et c'était trop tard pour éventuellement prévoir des fondations suffisamment solides pour alourdir les fondations et que ce soit assez solide pour qu'on puisse installer ça sur le toit. Et le problème, c'est qu'ils voulaient qu'on le vote. Le problème, c'est qu'apparemment, le constructeur lui avait assuré... il a dit OK pour 2 mètres sur 2 mètres. Maximum 1000 litres d'eau. Donc ça fait quoi? Ça arrive aux chevilles? Ouais, ça fait 20 cm d'eau parce qu'en fait c'est simple, si vous prenez, donc il pouvait installer un spa de maximum 2 mètres sur 2 mètres parce qu'il fallait répartir le poids sur cette surface-là et maximum 1 tonne, donc ce qui fait 1000 litres d'eau. Le problème c'est que même si un spa ça contient pas non plus 50 mètres cubes d'eau, en fait rien qu'un petit spa comme vous pouvez trouver dans un Airbnb, en général c'est déjà
4-5 mètres cubes d'eau parce que vous en avez besoin pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que vous puissiez avoir les jets et compagnie. Donc en fait, on s'est vite rendu compte que quoi qu'il arrive, s'il installait un spa, ça allait dépasser les préconisations du constructeur et qu'en fait, il y avait juste un risque d'effondrement. Et en fait, ses voisins qui étaient dessous étaient complètement fous. Ils étaient déchaînés. Franchement, ils étaient derrière nous. En plus, limite, heureusement pour lui qui n'était pas là, je pense qu'ils en seraient venus aux mains tellement que ça avait l'air de les tenir, de les tenir, ça leur prenait aux tripes quoi directement. Vraiment, ouais. Et en fait, moi je me souviens qu'à ce moment-là, parce qu'au final on en parle, mais je ne savais même pas à ce copropriétaire où il était. Du coup, j'en viens à poser la question, parce qu'en plus on était au premier rang, et j'en viens à poser la question au mec du syndic. Je lui dis d'ailleurs c'est dans quel bâtiment? Et il me dit bâtiment A. Je dis bon, mais ça va. Et là, vous avez tous ceux du bâtiment qui se mettent à hurler. Mais non, mais justement, c'est super grave. Il faut que vous votiez contre, etc. Et on avait prévu de voter contre quand on avait vu le projet, mais. Déjà, ouais, pour des questions de sécurité, parce qu'en fait, sauf si le constructeur, il a, par exemple, quand on habitait avant dans une ancienne résidence, on était locataire avant qu'on emménage là où on vit actuellement. Il y avait au dernier étage un bel appartement avec une petite piscine sur le toit. Oui. Sauf que là, elle avait été faite par le promoteur et que du coup, comme ça avait été fait par le promoteur et vendu ainsi, les fondations ont été prévues pour le poids de la piscine. Mais là, dans l'occurrence, dans celle où on est, c'est pas le cas. Et c'est juste d'un point de vue de sécurité, c'est pas. Mais sachant qu'en plus, à ce bâtiment A, il y a que des problèmes d'eau. Oui. Je pense qu'on a réceptionné. C'était il y a quasiment un an, on a réceptionné l'appartement. Et en fait, donc c'est pas notre bâtiment, c'est le bâtiment d'en face. Et en fait, il a voulu poser sa cuisine lui-même. Et en fait, il a pété une canalisation d'eau. En fait, il a percé dedans. Et je crois qu'il est au premier étage. Et en fait, il a inondé tout le bâtiment. Vraiment, il y avait de l'eau qui sortait de l'entrée du bâtiment. Heureusement, c'était pas le nôtre. Chez nous, heureusement, mais ça a mis vraiment du temps à se régler. Et du coup, ceux du bâtiment, ils sont vaccinés contre les fuites d'eau, quoi. C'est ça. Vraiment, ils étaient déchaînés, les vieux boomers derrière nous. Bon, après, vous vous rendez compte. C'est pas des gens jeunes, en fait, forcément. Oui. Oh là là, et pareil avec les chiens. Du coup, parce qu'il y avait ce monsieur-là qui était déchaîné pour le spa parce que c'était au-dessus de son appart. Et il y avait sa bonne femme à côté qui, elle, était là. Il faut punir tous les propriétaires de chiens parce qu'il y en a qui sont pas très respectueux. Ils nettoient pas après les accidents de chiens. Dans les parties communes, et vraiment, c'était un poulailler. À la fin, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais là. C'est vendredi soir. Quand est-ce qu'on se casse? Ouais, c'est ça, c'est... et c'est là que bon, finalement ça va, ça pas non plus, enfin vraiment c'est pas par rapport à l'autre que j'avais faite, c'était quand même beaucoup moins tendu et on y a perdu beaucoup moins de temps, mais franchement les AG, bon que vous soyez obligé d'y aller ou que vous ayez vraiment une raison d'y aller, n'y allez pas. Je sais même pas si l'an prochain on ira, on verra. Mais... Non, mais pour les locaux commerciaux, j'ai 2-3 trucs à décider, notamment les frais de syndic, notamment. C'est ça. Mais c'est vrai que t'as raison de rebondir là-dessus. En fait, il y a une copro où on a 30% des tantièmes. Donc là, pour le coup, si on se présente à lâcher, c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps. Et en fait, on va y aller, on va leur dire, on divise le budget par 2 de la copro parce qu'en fait, elle coûte juste trop cher. Ouais. Donc voilà. Bon, c'était le petit point sur les AG et les copros. On avait d'autres boom anecdotes. Oui, en fait, la deuxième, c'est que j'ai eu une réunion jeudi matin. Ah oui, voilà. Alors, c'était on a une réunion au boulot, donc ils avaient réuni tous mes collègues en banque privée. On est allé chez un promoteur et le promoteur nous avait un peu présenté ce qu'il faisait, etc. Et après, on avait une autre partie de la réunion, on était un peu plus en comité réduit et on a eu le grand cadre de direction de notre boîte, donc un des dirigeants plus ou moins, puisqu'il est au conseil d'administration et que c'est peut-être, je sais pas, le numéro 4 ou le numéro 5 dans la hiérarchie, donc on est quand même une boîte de 3000 personnes, donc c'est pas rien, qui est venu nous parler d'immobilier. Donc il revenait d'un salon de l'immobilier de Cannes où apparemment le prix de la place ça coûte 1500 balles, donc c'est vraiment pas adressé aux particuliers. Je pense que c'est soit vraiment comme ça à Cannes, je pense. Oui, voilà, je pense que c'est soit c'est les riches qui y vont, soit c'est les boîtes qui vont le payer à leurs salariés. Et en fait, il est revenu en disant qu'il avait vu le projet The Lime en Arabie Saoudite, etc., qu'il avait trouvé ça impressionnant, 500 milliards il nous vendait le projet de l'Arabie Saoudite, et en fait, il en avait jamais entendu parler. Moi, je trouvais ça un peu chaud, déjà, parce que du coup, moi, j'ai rebondi, parce que bon... Ça fait un moment que ça, on ouais. De The Line en plus. Et c'est vrai que je serais curieux de savoir si nos auditeurs du podcast ont entendu parler ou pas, mais en vrai, on en voit quand même, à partir du moment où on est sur les réseaux sociaux, on voit des reels, dans d'autres podcasts,
podcasts, ils en parlent, j'ai vu des vidéos YouTube. Donc pour faire rapide, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, The Line, en fait, c'est un projet en Arabie Saoudite où ils ont prévu de construire une ville ultra moderne, un peu dans ce que fait Dubaï, quoi, tout simplement actuellement. Et elle va suivre un cours d'eau sur, je crois que la ville, elle va être sur 100 km. Et il y a d'ailleurs un gigatrain qui va être construit avec pour en fait relier les différentes parties de la ville. Et en fait, ça va être un projet ultra moderne qui coûte 500 milliards de dollars. Donc l'Arabie Saoudite, ils le financent clairement avec la vente de leur pétrole. Et c'est un peu si on veut parler d'investissement, d'immobilier, d'expatriation, ben normalement vous avez entendu parler de cette ville-là, parce que bien sûr l'Arabie Saoudite veut attirer énormément d'étrangers riches qui viendraient vivre dans cette ville-là, acheter de l'immobilier là-bas, et qu'en gros ben, ça ressemblait un petit peu à un Dubaï, donc avec plein d'activités, des centres d'affaires pour travailler, ou tout simplement du tourisme. Enfin, ils veulent vraiment créer un vrai écosystème là-dessus. Et ben, c'est vrai que j'étais un peu étonné que le cas de dire il en ait jamais entendu parler. Je me dis quand même, enfin je veux dire c'est son job l'immobilier. Je veux dire si c'était quelqu'un qui ne travaillait, enfin ce qui était dans un total autre secteur d'activité, j'aurais pu dire ok. Mais je veux dire son job c'est l'immobilier, il parle d'immobilier toute la journée. Et en fait, il s'intéresse pas à ce qu'il fait dans le reste du monde, de ce qui se fait aux États-Unis, de ce qui se fait au Moyen-Orient, en Asie, etc. Alors que je suis désolé, mais quand on est quand même le responsable de l'immobilier dans une banque, c'est quand même le type de truc qu'il faut savoir. Bon bref, alors en l'occurrence, il venait de l'apprendre, donc il nous l'a présenté. J'ai pu voir que d'ailleurs, du coup, tous mes collègues, aucun n'en avait non plus entendu parler. Fou, ça. Et ça c'était bon, ça c'était juste l'anecdote sans grande importance. Mais ce qui par contre était important, c'est qu'il nous a un petit peu parlé des projets de l'immobilier en France. Et que la volonté des politiques publiques, ça il nous l'a dit, enfin ça n'a rien à voir avec tes théories du complot ou quoi, c'est clairement ce qu'il nous a dit que c'était impulsé pour l'instant par le gouvernement, c'est de faire baisser le nombre de propriétaires en France pour qu'en fait, étant donné que ils veulent avec la loi de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2025, ils veulent en fait tout simplement condamner la maison individuelle parce que ça sera quasiment impossible de construire des nouvelles maisons dans quasiment toutes les grandes métropoles de France. Et en fait, en dehors de ces zones-là, bah, ça sera pas très intéressant de construire une maison. Donc on va privilégier l'habitat collectif, donc les appartements. Et le problème, c'est que les appartements coûtent super cher. Genre là, on a les prix des promoteurs. Donc nous, on est dans le sud de la France, vers Montpellier. Pour vous donner un ordre d'idée, un T2 dans le neuf, c'est 250 000 euros, quoi. Donc en fait, si vous voulez un T4 parce que vous avez 2 enfants, faut compter 450 000 euros, voire 500 000 euros le T4 pour si vous avez cet impôt dans les étages, que vous avez une terrasse. Enfin, clairement, pour vous donner un peu un ordre de comparaison, un T4, c'est le prix d'une maison de 120 mètres carrés, quoi. Donc le problème, c'est qu'en fait, vous allez payer plus cher pour vivre en appartement, avec moins de surface que vous viviez dans une maison, avec les problèmes de stationnement, etc. et tous les autres problèmes qui s'en suivent, parce que bon, ça a des avantages, je pense, pour des personnes âgées de vivre en appartement, mais clairement, quand on est jeune ou qu'on a une famille, on préfère une maison, c'est quand même mieux. Et du coup, il nous expliquait que justement, comme l'immobilier, ça devient très cher, le projet, que ça soit des grands institutionnels privés, publics, voire semi-publics, qui détiennent l'immobilier et qui le louent donc ils le mettent directement à la location auprès des Français qui ne seraient jamais propriétaires de leur appartement. Et ils ont plein d'outils pour plus ou moins encourager ça. C'est-à-dire que par exemple, nous on a bénéficié de la primo-accession. Donc la primo-accession, on avait eu un prix moins cher sur notre appartement, mais on est quand même propriétaire. Et le jour où on le vend comme on veut. Là, ils mettent de plus en plus en avant le bail réel solidaire. Alors, pour vous l'expliquer rapidement... Oui, qu'il y a solidaire dedans, ça va pas. Ouais, mais déjà, en général, c'est vrai qu'on peut le retenir, mais en termes de plus ou moins d'économie de politique, quand vous avez un truc avec marqué solidaire dedans, en général, c'est une fraude. Et là, en l'occurrence, le bail réel solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sur le papier propriétaire de votre appartement, sauf qu'en fait, vous devez tous les mois payer, en fait, une location complémentaire pour le terrain. Donc en fait, vous êtes propriétaire de l'appartement mais pas du terrain. Vous devez louer le terrain tous les mois. Alors on vous dit que ça coûte pas très cher, ça coûte 1,50€ par mètre carré. Le problème c'est que quand vous faites 1,50€ par mètre carré par mois, ben sur l'année ça vous coûte 1500 balles pour un T4, donc quasiment une deuxième taxe foncière. Donc en vrai, le principe du coup c'est que tu paierais rien, juste tu payes 1500 € par mois en plus de ta taxe foncière et ça te fait le... Pas par mois, par an. Par an, pardon, oui. Oui. Donc en gros, ça te coûte rien, si ce n'est... une deuxième taxe foncière, ce qui est déjà énorme. Qui bien sûr, celle-ci, elle va pas dans la poche de l'État, mais elle va dans la poche... prêt que tu payes, je suppose... Oui, c'est ça, en plus de ton prêt pour bien sûr être propriétaire. Donc c'est quand même pas neutre, plus tes charges de copro. Oui, voilà. Donc en fait, tu t'es déjà soulevé bien comme il faut. Et ensuite, pour moi, ça c'est l'élément le plus important, c'est qu'au moment où tu revends, tu peux pas revendre au prix de sa valeur de marché, tu vas pouvoir uniquement revendre à quelqu'un d'autre qui va respecter les mêmes conditions du bail réel solidaire. Donc en fait... Mais tu te gaveras jamais sur ton bien, quoi. Non, parce que s'il y a une plus-value logique de la montée des prix de l'immobilier, tu ne l'auras pas, tu récupéreras uniquement ton prix d'achat. Alors,
ça sera un petit peu revalorisé avec l'inflation, mais en gros, ils vont contrôler les prix. Tu pourras pas revendre au prix que tu veux et tu pourras pas revendre à qui tu veux. Ça intéresse qui, ce genre d'investissement? En fait, ils veulent pousser les jeunes comme nous, qui ont pas, qui ne peuvent pas se permettre de s'endetter de 500 000 balles pour acheter un appart. Au lieu de rester, au lieu d'acheter, les gens resteront locataires ou ils iront déménageront dans la diagonale du vide au bout d'un moment. Ouais, mais le problème c'est ça, c'est qu'en fait, soit t'es locataire et au bout d'un moment, enfin c'est quand même, quand tu regardes les stats, t'as 90% des Français qui veulent être propriétaires. Donc, soit t'es locataire, soit si tu deviens propriétaire et que c'est trop cher pour que tu puisses acheter, t'as cette option-là où en fait tu es propriétaire sur le papier. Donc tu auras tous les inconvénients d'être propriétaire, les gros travaux, la gestion, l'entretien, les taxes foncières, etc. Sauf que le jour où tu revends, t'auras pas le gain potentiel de la plus-value et qui est normal quand on dit souvent de acheter sa maison, même si nous on est bien placé dans ce podcast parce qu'on parle d'argent, etc., de vous dire que c'est pas spécialement un investissement, genre dire que sa résidence principale est un investissement, c'est partiellement faux. Mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui le font dans cette optique et qui, pour eux, c'est une manière d'épargner que de devenir propriétaire de leur bien immobilier. Là, clairement, avec le bail réel solidaire, c'est fini, quoi. Ouais. Donc, je trouve que ça faisait quand même une anecdote importante parce que j'en ai déjà entendu parler parce que on voit passer quelques articles là-dessus, qu'il y a certains sites spécialisés ou de la presse spécialisée qui en parlent. Mais là, ça y est, ça commence à arriver. Il y a les premiers biens, sachant que les premiers sont arrivés à Paris il y a 3 ou 4 ans, je crois, sur des projets dans la région parisienne. Donc c'était vraiment une nouveauté parce qu'à Paris, le prix du mètre carré, ça va à peu près 10 000 balles. Et là, ils arrivaient à sortir des appartements à 4-5 000 euros du mètre carré, donc c'était 2 fois moins cher à Paris. Mais c'est vrai que sur Montpellier, je pensais pas qu'ils allaient le faire aussi vite. Donc, et là, c'est sur des projets qui vont sortir de terre 2026-2027, donc c'est demain, quoi. En termes d'immobilier, il faut à peu près 3 ans pour sortir un projet de terre. Les promoteurs, ils sont d'accord de faire ça? En fait, eux, ils vendent, ils s'en foutent. En fait, eux, c'est leur marge. Ouais. Et ça, c'était le premier point qui nous a parlé. Donc, c'est marrant, ça me rappelle vachement un peu, tu sais, Klaus Schwab, vous ne possédez rien, vous serez heureux. C'est un petit peu ça. Et le deuxième point qu'ils nous ont dit, qui probablement, alors celui-là, il est encore sur à l'étape d'études, parce que ça n'existe pas en France, ça existe par exemple en Allemagne. C'est-à-dire que demain, quand tu seras propriétaire d'un appartement, le promoteur, il va te le vendre au prix coûtant. Donc, il faut savoir que la marge d'un promoteur, c'est 20-30% quand il construit un bien. Donc, il te le vend au prix coûtant. Il prend pas de marge au moment où il te le vend. Donc, c'est pas mal parce que ça permet tout de suite de faire baisser le prix d'achat de 20-30% dans le neuf. Par contre, en fait, tu vas payer la marge du promoteur sur une sorte d'abonnement que tu vas payer tous les mois sur les parties communes. C'est-à-dire que tu seras plus propriétaire des parties communes. Donc, faut pas uniquement penser aux ascenseurs au couloir, mais faut penser dans les nouvelles résidences, ils essayent de mettre par exemple des laveries, des salles de pause, des salles de coworking, etc. Donc, ils vont rajouter tout ça. Et ça, en fait, ça sera pas en option parce qu'en fait, si t'es propriétaire, t'auras pas le choix de le payer. Mais par contre, ça sera un abonnement obligatoire. Donc, le bailleur, enfin, le promoteur, il va se récupérer en tant que bailleur sur toute la durée où tu seras propriétaire. Donc, en fait, t'es vraiment jamais propriétaire vu que tu vas devoir payer en plus de tes charges normales de copropriété cet abonnement-là des parties communes. Qui va augmenter dans le temps, je suppose. Exactement, c'est là où ils sont malins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas, votre promoteur, il prend sa marge tout de suite, donc vous achetez en 2024, il prend sa marge aujourd'hui sur l'achat du bien immobilier, et si par exemple il y a 100% d'inflation en 10 ans, en fait, dans 10 ans, ce qu'il aura gagné en 2024, ça représentera plus grand-chose. Mais là, comme il vous fait un abonnement dans le temps, cet abonnement, il va se revaloriser avec l'inflation, donc en fait, au lieu de gagner tout de suite maintenant, il va gagner un petit peu, mais dans la durée. Donc en gros, on recrée encore toujours le même problème dans notre économie, des rentes qui vont permettre à certains d'en fait avoir des revenus dans la durée qui on peut parler de la réalité, de l'utilité. Le vrai problème, c'est qu'en fait, les gens veulent être propriétaires et arrêter qu'on leur pique du pognon dans leur poche tout le temps, quoi. Donc, vous savez, quand vous parlez des banques la dernière fois et un peu du capitalisme de connivence, là, on parle de l'immobilier, des promoteurs et on voit que ça commence à arriver. Voilà, j'espère que vous êtes content d'être... acheter et commencer à acheter maintenant. Parce que, exactement, mais franchement, pendant toute la réunion, moi, je me disais 2 choses. Je me disais, la première, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué d'être promoteur qu'en fait, ceux qui sont promoteurs immobiliers maintenant, en fait, ils sont indéboulonnables parce que, je sais pas, il y a 20 ans, vous lanciez promoteur, ça coûtait 3 fois moins cher de construire, vous aviez 3 fois moins de normes et vous aviez 3 fois plus de facilité à obtenir des terrains pour lancer des projets. Y a pas de terrain, on peut dire. Donc, c'est tellement difficile aujourd'hui de se lancer dans ce métier-là qu'en réalité, à moins d'être déjà un gros promoteur, c'est très compliqué. Donc, en fait, ils ont fermé plus ou moins l'accès à ce type de business qui fait que finalement ils créent un peu une rente dans ceux qui le sont déjà, qui sont amenés à faire toujours des projets dans le temps et en profiter un petit peu à l'infini.
Et ce que je me disais d'autre, c'est franchement, heureusement qu'on investit dans l'immobilier maintenant et qu'entre guillemets, on s'est un petit peu sécurisé par rapport à toutes ces ça s'est affranchi de tous ces problèmes qui pourraient... Ouais, exactement. J'avais même employé le mot toutes ces saloperies qui vont nous mettre en place pour nous empêcher à la fin d'être propriétaire de chez soi et de pas devoir, de pas être obligé de travailler jusqu'à notre mort pour payer que ce soit les abonnements à vos parties communes ou que finalement quand vous revendrez votre appartement vous pourrez rien acheter d'autre parce que vous aurez pas droit à la plus-value. Enfin, vraiment, je me disais ça pendant la réunion et ça fait assez peur pour notre génération. Donc si vous écoutez ce podcast et vous décidez de vous bouger un petit peu, vous avez vraiment raison et j'espère que ce type d'exemple, ça vous montre que quand même ça bouge et que c'est pas aussi simple que vraiment ça l'a été pour la génération de nos parents. Enfin, nous, c'était quand on a lancé le podcast depuis le début, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer parce que ça faisait déjà un moment qu'on s'en rendait compte et qu'on voulait pousser ça. Et plus ça avance, plus il y a des dingueries qui amènent à penser qu'en réalité, c'est même encore plus grave que ce qu'on pensait à la base, quoi. Enfin, bref. On passe à la suite. Yes, parce que ça fait déjà 25 minutes qu'on blabate. Ouais, mais bon, ça va. L'épisode du jour est pas trop long. Mais en plus, c'est marrant, on a dit exactement pareil sur l'épisode dernier. Je crois qu'on a 1h10, alors que je pensais que ça allait durer 30 minutes. Non, du coup, la dernière boom anecdote de cette semaine, et du coup, c'est ce qui nous donne aussi l'idée pour le thème de l'épisode du jour. C'est qu'on devait signer Bergerac cette semaine. Et en fait, le jour même, notre notaire nous appelle. Et nous dit je suis vraiment désolée, on pourra pas signer aujourd'hui. Et il était vraiment, comment on peut dire ça, très mal à l'aise de nous dire que c'était pas possible. Nous expliquer la raison en réalité. Hein il était mal à l'aise de nous expliquer la raison. Donc sur ce bien-là, en fait, déjà depuis le début, c'est compliqué avec le notaire du vendeur. On avait fait une offre en juin, je crois. On a signé en octobre. Donc pour vous dire, vraiment, c'est quelqu'un qui est pas pressé et ça commence à vraiment être chiant. Non, mais puis surtout, tu te souviens, c'est quand même le seul notaire qui a le culot de nous dire, je comprends pas pourquoi on est aussi pressé de signer le compromis, alors que au même moment, il y avait les taux d'intérêt qui prenaient 1% par mois, quoi. C'est ça. Alors qu'en plus, on n'a même pas galéré à avoir notre prêt pour une fois. C'est ça, mais le problème, c'est qu'il nous fallait le compromis pour qu'on puisse bloquer le taux avec la banque, quoi. C'est ça. Et vraiment, ce mec est vraiment chiant. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de faire avec lui. Oui, parce que c'est le notaire vendeur. Faut bien préciser, notre notaire en tant qu'acheteur, on est très content de bosser avec lui, il n'y a aucun souci, c'est vraiment le notaire vendeur le problème. Et là encore une fois, on l'a déjà dit plein de fois, mais prenez votre propre notaire. Et là encore une fois, on se remercie de l'avoir fait. On travaille avec la même étude depuis 6 ans maintenant. Ouais, et vraiment ils sont toujours de bons conseils et ils nous avertissent à nous, parce qu'au final, on serait passé avec le notaire du vendeur, on l'aurait eu dans le cul. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en face, donc nous on achète en société, et en face, en fait, c'est une indivision. Donc en fait, la mère, il me semble, est décédée il y a quelques années. Oui, enfin c'est même la grand-mère maintenant, parce qu'il y a des petits-enfants. Il y a des petits-enfants même, il y en a qui est considéré comme mort, bref. Du coup, il reste le père, enfin le grand-père, 2 enfants et 2 petits-enfants. Donc vous imaginez bien le bordel que c'est. Le bordel que c'est. Et en fait, dans l'acte de vente rédigé par le notaire vendeur, il fait référence à une donation qu'il y a eu au dernier vivant. Et un peu plus loin, c'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Un peu plus loin dans le... Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de rentrer trop dans... Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je peux l'expliquer, mais on va encore perdre 25 minutes de plus, et c'est pas l'objet de l'épisode. Mais en gros, grosso modo, il manquait un papier qui devait déterminer à qui revient le prix de la vente. C'est ça. Et donc, il y a un problème de quotité. Donc, c'est-à-dire, le père reçoit tant, les enfants tant, et les petits-enfants tant. Voilà. Donc, ça, c'est le problème. Donc il a mis une certaine quotité dans le projet. Le truc, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu ce papier justifiant la quotité. Notre notaire l'a pas eu, l'a demandé. L'a demandé plein de fois. Le pauvre, il galère avec eux depuis le début. Et en fait, ce notaire, du coup, dit « Oui, mais c'est pas moi qui ai fait la donation, j'ai pas le papier. Mais je sais que ça a été comme ça. » Enfin, vous voyez, déjà, c'est vraiment bizarre. Et c'est surtout qu'en fait, si les héritiers s'en rendent compte que les quotités sont pas bonnes, en fait, ça induit une nullité de la vente. Il y a un risque de nullité. Voilà, pour nous, bien évidemment. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si ceux qui auraient dû recevoir leur prix, comme ils recevraient pas la bonne partie du prix qu'ils auraient dû
en rapport avec la donation dernier vivant qui n'a pas été précisée dans l'acte, il y a un risque que celui qui a eu moins que ce qu'il aurait dû avoir, il vienne nous voir en me disant nullité de la vente, vous m'avez en gros dépossédé de mon bien avec un prix avec lequel j'étais pas d'accord. Donc vous imaginez bien, je crois que c'est la plus grosse OP qu'on fait. On va pas risquer d'avoir la nullité. C'est vrai. D'avoir la nullité. Quand tu vois tous les risques qu'on prend sur une grosse OP immobilière comme celle-là, la nullité de la vente, franchement, on s'en passerait bien quoi. Vraiment. Et du coup, en plus, ce qui nous a étonné, mais ce qui embêtait vraiment notre notaire vendeur, parce que notre notaire à nous, mais qui, enfin, aux yeux du notaire vendeur, c'était notre notaire qui chipotait beaucoup. En réalité, ces gens-là ne s'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils sont déjà... ils ont contesté la succession de leur maman. Ça allait jusqu'en cours d'appel. Et c'est allé jusqu'en cours d'appel. Imaginez-vous vos frères et sœurs en cours d'appel. Et sachant qu'en fait, cette succession est bloquée depuis 2004. Voilà, 20 ans. Donc ça fait 20 ans. Tellement qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc le facteur nullité... le facteur qui se retourne contre nous est encore plus élevé. Et franchement... Oui, c'est-à-dire franchement, on se passerait bien d'aller au tribunal avec un enfant ou un petit enfant de la personne qui est décédée parce qu'on achète un bien immobilier que les notaires se sont trompés dans la répartition du prix. Puis même, c'est ce que nous a dit notre notaire, il a un peu raison, c'est qu'on met une hypothèque de 400 000 balles pour le prêt sur la maison. Ah bah lui, ça l'engage aussi. Le notaire est engagé quand même sur la réalité de l'hypothèque qui sera mise. Et si jamais il y avait une nullité de la vente, la banque pourrait se retourner contre le notaire pour aller chercher son erreur sur la répartition du prix, quoi. C'est ça, donc il nous a expliqué tout ça. Bon, il était bien évidemment mal à l'aise. Apparemment, ils se sont vraiment pris le bec méchamment. L'agent immobilier m'a dit qu'il y avait assisté parce qu'ils étaient en visio. Effectivement, ça a bien chauffé. Donc je ne sais pas. En fait, combien de temps ça a en fait, c'est ça qui m'inquiète un peu parce que vu comme l'autre est mou en face, on n'a pas d'appui en fait, à part mettre la pression à l'agent immobilier. Ce que je vais faire, bien évidemment. Mais on l'aime beaucoup. Mais à un moment donné, il faut que ça avance. C'est quelqu'un de très sympathique, mais au bout d'un moment, il faut qu'on signe parce qu'on devait commencer les travaux demain. Oui, non, mais c'est surtout qu'en plus, ça fait depuis janvier qu'on aurait dû signer. On avait prévu que le chantier attaque fin décembre, début janvier. On a eu tellement de retard, principalement à cause des notaires dans cette histoire, qu'en fait, là, on est déjà en mars et qu'on est nulle part. Qu'on devait enfin signer le 14 mars et qu'en fait, c'est reporté. Pour l'instant, on n'a pas de date. Et qu'en fait, ça commence un peu à nous gonfler parce que ça fait partie des gros projets dont on a besoin pour mener à bien notre projet qui est de quand même être enfin tranquille et quitter notre job pour le 31-12. Et si on perd un mois dans la vue, c'est con, mais ça décale un peu tout, quoi. C'est ça. Donc je vais pas vous cacher que, bon, on sait pas non plus, là maintenant avec le temps, des fois t'as des raisons comme celle-là où ça nous énerve pas directement, parce qu'à bout d'un moment tu peux pas t'énerver sur tout sinon tu le vis mal, mais à un moment donné il faut quand même que ça avance et on va pas perdre des semaines parce que les notaires sont pas foutus de rassembler les papiers qu'il faut, quoi. C'est ça. Donc la stratégie la semaine prochaine, c'est d'appeler tous les jours l'agent immobilier, les notaires. Voilà, tant pis. Et franchement, je pense que le jour de la vente, on lui dira à ce notaire vendeur qu'on espère ne plus jamais avoir affaire à lui parce que vraiment, c'est un calvaire de travailler avec lui. Complètement. Donc voilà, c'est encore une fois, je pense, pour rappeler que l'immobilier en France, ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, dans le dernier épisode, on a raconté qu'on était passé une deuxième fois chez le notaire la semaine d'avant et qu'en fait, il manquait la liste du mobilier qu'on a eu. Et bien sûr, les notaires ont toujours pas fait la modification sur l'acte, donc on n'a toujours pas signé le compromis. Ça, c'est sur l'opération qui arrive d'après. Donc là, on est juste sur 2 opérations en même temps, dont on attend que les notaires. Voilà, c'est ça. En plus, je sais que c'est une profession qui est pas facile, mais bon, au bout d'un moment, nous, on n'a pas le temps. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, donc ça nous amène à l'épisode du jour. On aimerait vous parler de l'argent en famille parce que vraiment... Sachant que ça fait un peu écho à l'épisode qu'on avait fait sur l'argent en couple. On avait un peu expliqué notre vision, etc. Et là, de parler de l'argent en famille, parce que vraiment, on en parlait dans la voiture et puis d'un coup, on s'est dit, mais en fait, cette famille-là, c'est quand même chaud que depuis 2004, il y a une succession en cours et qu'en fait, ils n'ont jamais vendu le bien immobilier. Alors, attention... On va un petit peu parler de cet exemple-là, je pense, pour illustrer l'épisode, mais on les juge pas dans le sens qu'on les connaît pas. Je veux dire, c'est juste des vendeurs, on connaît à peine leur nom, etc. En revanche, on peut juste regarder les faits 30 secondes et se dire qu'il y a eu quand même un décès en 2004 et qu'en fait, comme ils sont pas foutus de se mettre d'accord sur la succession, en fait, ça fait 20 ans qu'ils sont dans des... Sachant que le jugement de cour d'appel, je sais plus, il était de... 2012, non ? Ouais, 2012-2013, il était tard quand même, il était au moins 10 ans après, quoi. T'imagines la procédure en plus qu'ils ont dû se taper pour arriver jusqu'en cour d'appel ? Ça veut dire qu'il y a une première cour, c'est pas la cour d'appel, avant c'est la cour... Le TGI à l'époque, alors maintenant c'est le tribunal judiciaire, mais à l'époque ça s'appelait le tribunal de grande instance.
qui a d'abord donné une opinion. En fait, ils disaient non. On va en jugement, puis ils sont allés devant la cour d'appel pour avoir un arrêt. Enfin, sachant qu'en plus, alors ça c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment mes études de droit, la procédure civile. Enfin, ça faisait partie des cours que je détestais. Mais en fait, la cour d'appel, il y a vraiment des fautes, mais pas des fautes d'orthographe, des fautes de date dans le dans l'arrêt qu'elle rend et que le notaire nous a laissé consulter. Et en fait, ça me fait rire parce que en réalité, vous avez en plus une procédure, vous pouvez retourner devant une autre cour d'appel quand vous avez une première cour d'appel qui comme ça c'est vraiment trompé dans le parce qu'en fait c'est une erreur de droit, enfin c'est pas une erreur de droit, c'est une erreur de procédure dans le sens que les mots et les dates qui sont mises ne sont pas les bons et donc normalement vous pouvez aller devant une autre cour d'appel. Enfin bon bref, ils avaient décidé de pas le faire visiblement ou alors on n'est pas au courant. Il y avait même un sujet dans la cour d'appel où elle avait pas tranché, il me semble. Bah justement sur notre problème qui nous incombe, c'est la donation. En fait elle avait reconnu que l'acte existait mais elle avait pas dit ce qu'il y avait dedans. Ça, là aussi, en gros la question devant la cour d'appel c'était est-ce que l'acte pouvait exister et en gros la cour d'appel disait il existe mais à aucun moment elle disait ce qu'il y avait dedans, donc en fait ça avançait pas plus les héritiers. En fait personne n'a vu cette donation, on sait pas où elle est passée. C'est ça. Bon, bref. Et en fait ce qui est incroyable c'est que du coup ces gens ils ont perdu 20 ans sur un bien immobilier qu'ils auraient sans doute pu vendre parce que c'est un ancien hôtel à la base. Je pense qu'il y a 20 ans il est peut-être encore exploité parce que ça se voit à peu près que bon ça fait 20 ans qu'il y a rien mais au final je pense que si on se remet dans le contexte des années 2000 il paraissait pas si vieux en soi. Donc là on a vraiment des suite à une succession sur un bien immobilier. Alors apparemment c'était une grosse succession, une famille avec beaucoup de patrimoine, mais ils se sont pas mis d'accord, ils ont pas pu le vendre avant et ils ont perdu 20 ans sur un bien et forcément nous on l'achète. Alors on l'achète pas non plus le prix d'une ruine, mais on l'achète le prix d'un bien qui vaut pas grand chose quoi. Oui, bon, on peut dire, je pense. Oui, on l'achète 100 000, 120 000, enfin un peu moins de 120 000 euros. 115 000 euros, 117 pour être précis. Exactement, donc, et sachant que ça fait 300 mètres carrés, donc en fait on le paye quasiment rien. Ça me fait rire, tu sais qu'ils habitent tous dans la même rue, dans notre rue en fait. Ah ouais? Ouais, ils habitent tous dans la rue? Ouais. D'accord, ça j'avais pas regardé. Ok, c'est marrant ça. C'est les voisins en plus en fait. Oui, ils sont voisins, ouais. Donc en plus ils doivent se voir tous les jours, ils me diraient. Et du coup, c'est pour ça que, pour rebondir sur l'argent en famille, quand on en discutait tous les deux, on se disait quand même que c'était dingue. Et ça, souvent, on le voit dans les familles que des fois, il y a des générations entières, par exemple des frères et sœurs qui peuvent arriver à ne plus du tout se parler pour des problèmes d'argent. Et j'ai remarqué, enfin en tout cas des retours qu'on a eu maintenant, qu'on l'a vu... Pas nécessairement dans nos familles, mais on l'a vu, quoique si, dans ta famille un petit peu aussi. Oui, mais on l'a vu surtout chez nos amis ou des amis d'amis quand on a un petit peu des faits là-dessus, où en réalité, on se retrouve face à des familles qui vont vraiment se déchirer, et souvent des familles en plus qui te disent que l'argent n'est pas si important. Alors forcément, elles en ont un petit peu, parce que sinon, quand il n'y a pas du tout d'argent, tu peux pas non plus t'engueuler. Mais qui en ont un petit peu, qui disent que l'argent c'est pas si important, qui pourtant vont en venir à se massacrer la tronche pour à venir à ne plus se parler, à se faire 10 ans de procédure et à enrichir autant des avocats pour des histoires de pognon dans des successions. Et c'est souvent... on parle pas de millions, quoi. Enfin, oui, en plus, oui, voilà, bon, parce que... Non, mais je suis même pas sûr que la question du million, ça soit aussi important. Oui. Parce que c'est un peu ce que je te disais, que moi, par exemple, ma vision, c'est simplement qu'il faut respecter la loi. C'est-à-dire que moi, la seule justification que je vois... parce que souvent les problèmes d'argent en famille, bon, ça peut, on en parlera un peu tout à l'heure, ça peut arriver sur des prêts entre familiaux, ça peut arriver sur des donations plus ou moins qui sont pas faites de manière équitable. Mais par exemple dans le sujet de la succession, qui était le cas là en l'espèce, moi je considère que tant que la loi est respectée, en fait il n'y a pas de débat quoi. Il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que par exemple typiquement, moi j'ai une sœur, si jamais on avait nos parents qui décidaient de, en gros quand vous avez 2 enfants, chacun de vos enfants en droit français doit avoir minimum un tiers et il vous reste un tiers que vous pouvez donner à qui vous voulez. Donc si par exemple mes parents décidaient de donner 2 tiers à ma sœur et un tiers à moi, forcément sur le moment ça fait toujours un peu chier, mais j'irai pas faire 20 ans de procédure à ma sœur et ne plus lui parler pour ça, parce que tu l'en voudrais pas, c'est la décision de tes parents. Exactement. Et je considérais que voilà, malheureusement c'est la loi, on peut après a posteriori avoir un peu un jugement de valeur vis-à-vis de sa propre famille, de dire que ça aurait pas dû se passer comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin je veux dire il y a d'autres moyens, si vraiment là c'est l'argent qui est le plus important pour vous, il y a d'autres moyens d'en faire que de vouloir faire la guerre à votre famille et de le perdre à ce point-là quoi. Ouais, je pense que c'est ça qui est, enfin moi en tout cas je le vois comme ça, c'est que moi j'attends pas après, donc en fait même si par exemple sur nous on est 4, bon déjà voilà, imaginez départager le truc en 4, déjà voilà, je suis pas sûre de récupérer énormément de choses, mais j'attends pas du tout après ça. Je sais qu'il y a des gens qui attendent vachement après ça, et c'est ce qui les met en colère en fait, au final, c'est de pas récupérer leur dû, alors que moi je considère que j'ai pas besoin de ça et que j'attends pas après ça, du coup je le fais moi-même.
C'est ça, exactement. Puis même, il faut rester quand même dans une logique, c'est que aujourd'hui, par rapport à la pyramide des âges, quand vous héritez de vos parents, vous êtes déjà âgé. Moi, je le vois tous les jours avec mes clients en banque privée. Ils ont la succession de leurs parents. Ils ont entre 50 ans. Ça, en général, c'est quand les parents, soit les ont eu très tard, soit meurent jeunes. Mais souvent, ils ont plus de 60 ans, voire parfois 70 ans quand il y a des centenaires, etc. dans la famille. La vie est faite, quoi, déjà. La vie est faite. À 60 ans, 70 ans, vous avez plus besoin de la succession de vos enfants. Donc, en fait, c'est juste de l'argent qui vient dormir sur vos comptes, donc vous allez rien en faire. Et en réalité, ça pourrait même plutôt aller directement à la génération d'après, à vos enfants ou vos petits-enfants, qui eux, pour le coup, en auraient beaucoup plus besoin dans leur vie pour s'acheter une maison, pour payer des études, etc., quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus, par rapport à la pyramide des âges aujourd'hui, quand vous avez une succession, elle arrive tellement tard. Tu sais, il y a l'exemple des amis Chantal et Richard. Je donne leur prénom parce que ça m'étonnerait qu'ils écoutent un jour le podcast. Ils ont 80 ans. c'est ça. Mais pareil, il y avait une maman dans la famille qui était décédée, et puis ça a fait toutes des histoires entre les frères et sœurs qui sont venus à plus parler, et que pourtant chacun a voulu absolument venir chercher à l'euro près ce qui restait de la valeur de l'appartement de la mère. Tu te souviens? Et donc là encore, t'as une fratrie qui normalement sur le papier devrait quand même s'entendre, sauf si bon, il y a peut-être d'autres raisons qui font de s'entendre pas, mais là en l'espèce c'était uniquement l'argent. Ils ont arrêté de s'entendre à partir du moment où t'as eu la première succession du père et après que la mère a commencé à être malade, quoi. Donc tu te dis, c'est quand même incroyable qu'à chaque fois t'as des familles qui peuvent arriver à se déchirer complètement pour des affaires de thunes, ou en plus à des moments de vie où enfin c'est vrai qu'ils en ont pas, si en fait ils en ont pas besoin, enfin tout le monde en a besoin, mais je veux dire c'était pas quelque chose qui était déterminant pour eux pour leur vivre ou leur mort, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quand même dingue d'en arriver à ce point là, quoi. Moi je sais que par exemple j'ai une copine qui alors je sais que elle dit que c'est son oncle et sa tante, mais ils ont pas de lien de sang en fait, c'est parce que sa mère est à moitié adoptée, etc. Donc en fait elle a pas de lien de sang avec eux, mais je sais qu'elle est titulaire des contrats d'assurance vie. Bah en réalité elle compte sur ça pour changer comment on appelle ça, de rythme de vie, tu vois. Je trouve ça triste. Oui. Je trouve ça triste parce que s'ils décident d'en faire autre chose, je sais pas si c'est possible, mais bon, il y a toujours le moyen que ça n'arrive pas. Et en fait, attendre après ça, effectivement, je peux comprendre après qu'on soit frustré si on attend vraiment après ça, mais c'est une mauvaise manière de raisonner, je pense. Complètement. Moi, j'ai aussi des exemples, j'en ai eu plusieurs en plus dans mes clients, parce que forcément, bon, mes clients ont beaucoup de patrimoine, et j'en ai plusieurs qui sont dans leur tête, on déshérite leurs enfants. Ça, je sais un peu, moi, ça me sidère. Et du coup, ils vont chercher des stratégies en faisant soit en allant carrément vivre à l'étranger parce que ça permet de changer la loi qui va s'appliquer à la succession, soit en ouvrant des contrats d'assurance vie, en mettant des clauses, en se disant que bon, il y a peut-être que d'un point de vue de si plus tard les héritiers vont au tribunal, il y aura un problème, ou alors ils essaient de mettre les petits enfants pour que ça échappe aux enfants. Et je l'ai vu plusieurs fois, et vraiment, moi, ça me sidère toujours parce que bah déjà t'as le côté de quand tu meurs t'es mort, tu vois, genre de toute façon limite, enfin peu importe ce que deviendra ton patrimoine une fois que t'es mort, t'en as plus besoin, de toute façon tu l'emmèneras pas dans ta tombe, quoi. Et eux réellement c'est presque ça, ils voudraient qu'on les enterre avec parce qu'ils veulent pas que leurs enfants puissent en bénéficier, alors qu'après au bout d'un moment entre des enfants et des parents ça ne marche plus, ça arrive malheureusement ça arrive dans des familles, mais je veux dire qu'ils en viennent à se dire que le dernier levier qu'ils peuvent faire pour emmerder l'autre c'est d'utiliser celui de la succession. Vraiment moi c'est toujours quelque chose qui m'est passé au-dessus de la tête, quoi. Je n'arrive pas à comprendre cet état d'esprit, ça m'échappe complètement. Et du coup je me pose la question, parce que moi dans ma famille j'ai le cas, tu vois, est-ce que on devrait prêter beaucoup d'argent à par exemple ton frère, ta sœur, est-ce qu'on devrait vraiment tu vois, se mêler de l'histoire d'argent? Au final je pense que moins on en parle, enfin, de grosses sommes, hein, j'entends. Oui. Moi, par exemple, je sais que mes petites sœurs sont encore étudiantes, ça me paraît normal de leur payer le resto. Oui. Je tiens pas à carner en mode toutes les fois où j'ai... Oui. je leur laisse faire le resto. Mais par exemple, du côté de mon papa, en fait, c'est une fratrie qui typiquement, qui s'entendent pas. Ma grand-mère est toujours en vie, mais forcément, elle a quoi? Elle a 85 ans? 87. 87, voilà. Voilà. On est quand même sur une fin de vie plutôt qu'un début de vie. Je sais que le jour où elle décédera, ça va être un enfer parce qu'en fait, ils se tirent dessus à longueur d'année, en fait. Il y en a un qui devait 30 000 € à l'autre. Pour récupérer son dû, il a bloqué la vente d'un terrain où ils avaient tous les trois hérité. Sauf qu'en fait, c'était mon père qui était emmerdé parce qu'il avait besoin de l'argent de la vente du terrain pour payer notre maison.
Et en fait, c'est que des histoires comme ça où en fait, ils se tiennent une rancune par rapport à l'argent qui est folle. Et du coup, je me dis, en fait, vaut mieux pas trop se mêler Et d'argent. ça nuit complètement aux liens familiaux qui existent à la base. Ah, mais il n'y a plus, en fait. C'est-à-dire que... Limite, ils se parlent plus. Oui. Enfin, je sais que ma cousine se marie, mon père ira pas, tu vois. Ah non, mais c'est Enfin, c'est tellement qu'il a pas envie de voir son frère. Enfin, je me Ouais. dis, alors que moi je viens d'une fratrie de 4, je me vois pas ne pas parler à mes frères et sœurs toute une vie, tu vois. Du coup, je me dis peut-être qu'il faut juste pas mêler l'argent aux relations familiales, je sais pas. Bah, C'est quand même au centre, parce que Oui. quand tu fais du patrimoine en plus. c'est des questions qui peuvent se poser. Moi, c'est ma vision. Je pense qu'il faut. Je pense que les problèmes d'argent à tous les niveaux, parce que bon là on en parle en famille, mais bon on pourrait, je pense une fois faire un prochain épisode sur l'argent entre amis. Mais c'est toujours un petit peu, je pense que moins il y a d'histoires d'argent en famille, en amis, plus c'est facile, parce qu'entre guillemets dans le business, vous vous engueulez, vous vous séparez avec des associés, des partenaires, etc. C'est pas grave, c'est pas des gens qui comptent pour vous. Alors si ça peut être un peu embêtant de perdre un associé, mais voilà, tout le monde, enfin c'est la vie quoi. Mais par contre quand c'est un membre de la famille, bah là tout de suite c'est plus compliqué. Et dans les affaires notamment de prêts familiaux, je pense qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Ouais. Bah, parce Tu vois, que autant. mon oncle il avait voulu arranger mon autre oncle. Ouais. Au final, c'est ce qui cause la mésentente depuis, je pense, j'étais bébé quand ça s'est Oui. passé, mais voilà, du coup ça fait 20 ans, 25 ans. Après, c'est comme ça, tu vois. je pense que c'est toujours à mettre en perspective, c'est-à-dire que faut pas oublier que tout est question d'échelle. C'est-à-dire que comme toi tu disais payer les restos à tes sœurs, tu les comptes pas, mais c'est pareil, voilà, quand tu donnes quelque chose à un membre de ta famille, c'est la famille, il faut pas compter dessus. Maintenant, quand il y a de l'argent qui est avancé à un moment donné, je pense que tant que ça reste dans des sommes très raisonnables, du style moins de 5000 balles, ben certes, si sur le papier c'est marqué que c'est un prêt, enfin en général en famille tu fais pas de papier, mais je veux dire si dans l'entente c'était considéré que c'était un prêt, à un moment ça doit normalement être rendu, mais l'avantage c'est que 5000 balles, ça reste quand même une somme où, attention, c'est de l'argent 5000 euros pour tout le monde, mais je veux dire, ça ne nuit en aucun cas les projets d'une vie de quelqu'un. Je veux dire, c'est pas ça qui fera que vous achèterez une maison ou pas, c'est pas ça qui fait que vous pourrez vous expatrier ou pas. Aujourd'hui, l'échelle de valeur monétaire, 5000 euros, c'est le prix d'une voiture, mais c'est pas non plus, d'une petite voiture, mais c'est pas non plus le prix d'un manoir, quoi. Par contre, du coup, on peut se dire que si ces 5000 là, ils sont pas remboursés un jour, bon, ça peut à un moment donné On le faire saura, il crisper n'y aura un pas peu. d'autres 5000. Oui, il y aura pas d'autres 5000, mais je veux dire, je pense pas que c'est ce qui peut amener qu'à un moment donné la famille se brise parce que c'est pas suffisamment significatif. Maintenant, imaginons que vous prêtiez 150 000 euros à un frère ou une sœur et que ces 150 000 balles, vous avez mis de côté peut-être pour vos enfants, leurs études ou parce que vous vouliez vous acheter une maison. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas le bon raisonnement du coup. En fait, par rapport, s'il faut prêter à de la famille, en fait, il faut être prêt à ne pas avoir besoin de cet argent. C'est ça, mais en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Et le problème, c'est que pour moi, 150 000 balles, c'est pas une somme à prêter en famille. Je pense même que c'est une somme à prêter à personne. Oui. Je pense Ou qu'il y en a échange de parts de société. Non, mais on va pas se mentir, 150 000 balles, quelqu'un qui a besoin de 150 000 euros, il y a des banques. Ouais. Non, mais il y a des banques qui sont faites pour ça. Et si la banque veut pas suivre, il y a quand même une raison. Après, attention, il y a toujours des exemples. Je sais pas, vous avez un frère qui est start-upper, la banque lui a prêté 100 000, il lui manque 100 000 de plus. Là, il y a quelque chose. Mais je veux dire, quelqu'un qui vous demande 100 000 balles, 150 000 balles cash et qu'en fait, il a pas réussi à en avoir 1 euro près des banques. Enfin, moi, je suis banquier, mais je me dis qu'il y a déjà un problème à la base, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que typiquement les prêts en famille, faut les faire en se disant que peut-être qu'à un moment donné ça reviendra pas. Donc forcément vous mettez le montant du prêt en rapport avec le fait de si jamais ça revient pas, ben, je revivrai bien et ça sera pas gravissime, quoi. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais c'est ma vision. Ouais, je trouve que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Sachant qu'encore une fois, si on considère qu'en famille, t'as une obligation alimentaire qui existe, et d'ailleurs c'est une vraie obligation dans le droit entre parents et enfants, enfants et parents, et entre frères et sœurs. L'obligation alimentaire, bah, c'est pour que quelqu'un puisse vivre, se loger, vivre dignement, tu vois ce que je veux dire. Et quand on revenait sur qu'est-ce qu'une somme, mais par exemple avec 5 000 euros, tu manges, tu vis et tu vis dignement et t'as un toit sur ta tête, tu vois. Donc tu remplis ton obligation alimentaire vis-à-vis de ta famille et tu lui permets, si vraiment elle est au bord d'être à la rue, de se sortir de là, tu vois. Mais je pense que 5 000 balles, c'est très bien pour ça. Il n'y a pas besoin de prêter, donner 100 000, 150 000, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. C'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, une question là-dessus. De proportion, en fait. De proportion, garder, tout à fait. Et que ça évite après les problèmes, et ça combien de fois dans les familles où par exemple, je t'avance de l'argent, je le récupérais à la succession, oui, ou... voilà, ouais. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui marche jamais. Oublié, exactement. Mais combien de fois c'est arrivé? C'était pas écrit. Ouais, exactement. Et puis ça aussi, je pense qu'on peut en parler parce qu'on a parlé des prêts dans la famille, des successions, maintenant il reste les donations.
Et les donations, ça aussi, c'est-à-dire que par exemple à un moment donné dans la vie, vous avez un parent qui donne à un enfant parce que son enfant il veut s'acheter un bien immobilier, qu'il a un projet d'entreprise, etc. Et en face vous avez l'autre enfant qui n'en a pas besoin ou pas dans les mêmes proportions au même moment. Donc il y en a un qui le reçoit de l'argent à l'instant T, l'autre pas. Et déjà que c'est une situation dans le droit qui est problématique parce que c'est de ne pas faire de donation-partage. Donc ça veut dire que cet argent peut être rappelé au moment de la succession et que ce qui en a été fait est rappelé en même temps. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, vous donnez 100 000 euros à deux de vos enfants. Donc ils reçoivent 100 000 euros chacun. Il y en a un, c'est 100 000 euros, il les claque au poker. Donc il y a 0. L'autre enfant, c'est 100 000 euros, il les investit dans une boîte et la boîte vaut 100 millions d'euros. Au moment de si vous faites des donations simples, au moment de la succession, on va rappeler les 100 000 c'est rappelé, non, on rappelle pas les 100 000, on rappelle ce qu'ils sont devenus les 100 000. Donc d'un côté, on rappelle 0, de l'autre, on rappelle 100 millions et on partage les 100 millions en deux. C'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est pour ça que le droit a créé un outil génial qui s'appelle la donation-partage, où là vous êtes obligé de la faire chez notaire. Et donation-partage, on considère qu'on donne 100 000 à chacun et qu'ils ont eu la même chose. Et la donation-partage, elle est faite justement pour éviter que dans des familles, il y ait des donations qui soient déséquilibrées. C'est pour ça qu'en fait, on rappelle les donations déséquilibrées au moment de la succession et qu'on voit ce qu'elles sont devenues. Pour justement rappeler le fait que tu pouvais pas à un moment donné donner 100 000 euros à un enfant et à l'autre, tu lui donnais rien, tu lui donnais un petit peu 10 ans après. C'est pour toujours que ce soit dans le même cycle temporel. Et du coup, t'es obligé de donner 100 000 à chacun et de faire une donation partage qui au moins scelle ça dans le marbre. Et en gros, peu importe ce qu'ils en font, on le rappellera pas au moment de la succession. Donc ça, c'est un vrai conseil. Si un jour, même vous le faites, vous avez des parents qui veulent vous faire des donations et que vous avez des projets d'investissement derrière, justement, faites une donation partage. Faites pas une donation simple parce que sinon, vos frères et sœurs pourront rappeler la valeur au moment de la succession. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas qu'ils pourront, c'est que ça sera de droit et c'est le notaire qui le fera. Et comment est-ce que tu fais? Parce que par exemple, je raconte la vie de ma famille. Je sais que du coup, le frère de mon père a eu à un moment donné des besoins financiers que ma grand-mère a comblés. Bon, c'est pas passé chez le notaire, elle lui a donné des sous, c'est tout. Et ça, du coup, les deux autres ne pourront pas le faire valoir. Ah si, ils pourront les rappeler. Et ils pourront rappeler même ce qu'ils en ont fait. Même si ça n'a pas été passé chez notaire. Ah justement. Tu regardes les relevés de compte et tu vois... Ouais, tu regardes les relevés de compte. Normalement, tu peux les garder, les relevés de compte, les banques sont obligées de les regarder pendant 10 ans, tu peux te les avoir sur 15 ans. Après, ça dépend comment ils veulent regarder les choses. Mais si tu me demandes, est-ce que légalement ça doit être rappelé? Oui, légalement ça doit être rappelé. Le problème, c'est que je pense que ton oncle qui en a bénéficié, il l'a tout claqué, donc il n'y a plus rien. Ça, par contre, ce qu'on rappellera au moment de la succession, c'est qu'on regardera que lui a déjà eu de l'argent par rapport aux deux autres frères. Et qui tranche en fait sur tout ça? Le notaire. C'est vraiment le rôle du notaire de faire ça. Et comment, si par exemple, comme le cas de nos vendeurs, là, en fait, la succession se règle pas. Pourquoi? Parce qu'on attend qu'ils signent, on attend qu'ils disent qu'ils sont d'accord. En fait, dans la succession des vendeurs de l'immeuble qu'on devait acheter, en fait, le problème, c'est que ils sont en indivision sur les biens. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement pas mis d'accord qu'ils se sont pas mis d'accord sur se répartir les biens chez le notaire. Du coup, ils sont en indivision sur la totalité de ce qui reste après le décès de la grand-mère. Ah, punaise. Et c'est pour ça qu'ils sont en indivision sur tous les biens immobiliers, avec tous les problèmes de l'indivision. C'est-à-dire que chaque année, quand la taxe foncière est envoyée par l'administration fiscale, je ne sais pas qui paye. À mon avis, il y a quelqu'un qui paye, qui doit avoir la haine en se disant je paye pour les autres parce que c'est de l'indivision, mais c'est les vrais problèmes. Ah, c'est fou ça. Mais c'est pour ça que vraiment l'argent dans les familles, et tu vois, toi, t'as parlé pas mal de la mienne. Moi, je vais parler un petit peu t'as parlé pas mal de la tienne, je vais parler un petit peu de la mienne. Moi, c'est assez simple parce que j'ai une branche de ma famille, j'ai même pas de cousins et cousines. Donc, en gros, ma grand-mère était enfant unique, ma mère était enfant unique, moi, je suis enfant unique. Et t'es le seul enfant de ta mère, c'est sûr. Le seul enfant de ma mère, ouais, parce que c'est vrai que j'ai une sœur, mais elle est que du côté de mon père. Et du côté de mon père, il y a pas énormément de monde non plus. Et par contre, là, il y a eu un gros souci, c'est-à-dire que mes grands-parents ont voulu déshériter mon père. Ils l'ont fait en Belgique, là où légalement tu peux le faire, parce que j'ai une branche de ma famille qui est là-bas. Et ça a complètement brouillé mon père et mon frère. Mon père et son frère ne se sont pas parlé pendant 15 ans à cause de ça. Oui. Alors que ni ton père ni ton oncle n'a besoin d'argent au final. Ah, exactement. Enfin, c'est fou. Ouais. Mais en plus, on sent que c'est un sujet sensible. Ah oui, c'est un sujet sensible parce que il en parle régulièrement. Ouais. Donc on sent que c'est quelque chose qui le prend par les tripes, etc. Et après que t'aies l'impression de t'être fait un peu
Oui, c'est la résultante aussi que ton père s'entendait pas avec son père, c'est ça aussi. Oui, non mais je veux dire qu'après tu aies un petit peu de la rancœur familiale pour des raisons plus émotionnelles, sentimentales, ça c'est une chose, mais en venir à, entre guillemets, parce que moi du coup tu connais pas tes cousins Bah, les cousins, je connais leurs prénoms quoi. Et genre, quand je leur ai dit bonjour, ils m'ont dit bonjour monsieur, quoi. Ça, c'est presque ça, tu vois. Genre, tu connais mieux même notre voisin, qu'on a croisé que 3 fois et avec qui on a seulement parlé un peu à l'âge, ben finalement, j'ai plus de chaleur avec lui au contact qu'avec mes cousins, tu vois, tellement que ça peut créer des embrouilles dans les familles. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème et que je pense qu'il faut. Est-ce que c'est générationnel, tu penses, du coup? Ça, honnêtement, je suis pas sûr. Tu vois, on peut dire que la génération des boomers, etc. Non, en réalité, l'argent dans les familles, je pense que ça a toujours été un problème et ça le sera toujours. Ouais. Je pense que le seul truc qui peut faire que ça se passe bien, c'est justement, ce qu'on fait un petit peu là, c'est parler de la vision de l'argent et faire des choix. Et des fois, faire des choix, ça fait mal à son ego, tu vois, parce que, typiquement, dans le cas de mon père, je peux comprendre qu'il avait un petit peu de la rancœur vis-à-vis de ses parents, de cette fait déshérité. Mais au bout d'un moment, soit tu restes dans ta rancœur et tant pis, la famille est brisée et se reconstruira jamais. Soit au bout d'un moment, tu dois mettre un petit peu ton ego de côté et, entre guillemets, passer à la suite, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas simple, et je pense qu'il y a que en travaillant sur sa vision de l'argent qu'on peut arriver à évoluer dessus. Et sinon, et ça par contre, je pense que c'est le job d'un petit peu de tous les banquiers, tous les conseillers en gestion, tous les conseillers fiscaux, conseillers en gestion de patrimoine, c'est d'organiser les transmissions, les successions le plus tôt possible. C'est ce que j'allais te dire, du coup, en fait, il vaut mieux. Je sais que ma grand-mère a un testament de prêt, mais depuis un bail, en fait. Et au final, c'est pas plus mal parce qu'au moins, on suit le testament et c'est fini. Je pense que la grand-mère là, du vendeur de notre immeuble, elle avait rien prévu, à mon avis. Mais si, parce qu'en fait, la donation dernier vivant, c'est un testament. Oui, mais c'est le papier qu'on n'a pas, du coup. C'est le papier qu'on n'a pas et qui a été fait devant un huissier. En plus, et légalement, parce que je pense que tout le monde a l'impression que l'huissier, c'est vrai, c'est une profession du droit, sauf qu'en fait, c'est très clair, c'est-à-dire que un testament, soit vous le faites, on va le faire rédiger par notaire quand même. Oui, non mais je veux dire, soit légalement vous pouvez le faire sur un comptable, et voilà, vous laissez le papier à vos héritiers, soit vous le faites devant notaire, mais le faire devant un huissier, ça veut rien dire. En fait, ça donne pas plus de valeur au testament de le faire dans son salon que devant un huissier, et c'est uniquement quand on le fait chez notaire que là, par contre, le notaire, c'est quand même, c'est un officier ministériel, donc c'est son boulot de constater ça. Et même si l'huissier est aussi un officier ministériel, c'est pas son boulot de constater les testaments. Donc bref. Ça me fait vraiment peur parce que du coup, j'ai peur qu'on retrouve jamais le papier. Écoute, on verra bien ce qu'on fera. Au pire, on signera comme ça et tant pis. Mais bon, c'est vrai que il faut l'organiser le plus tôt possible avec effectivement un testament. Et je pense même que dans les familles, ça doit être des sujets qui sont abordés. Après, c'est toujours pareil, vous n'avez pas demandé à vos parents, au fait, quand tu meurs, il me restera combien, tu vois. Mais de dire, voilà, je sais pas, on est 3 frères et sœurs, est-ce que tu as au moins fait un testament, tu vois. Et de dire à vos parents, vous mettez ce que vous voulez. Je pense que vous devez même pas savoir ce que vos parents mettront dans leur testament, mais juste de savoir qu'il y en a un, c'est de la tranquillité d'esprit pour tout le monde. Je pense peut-être pour eux, qui auront peut-être peur qu'à leur décès, justement, une fratrie qui s'entendait si bien se déchire, et pour vous, de savoir qu'au moins, si à un moment donné il y a un décès, même prématuré, au moins c'est organisé, et justement ça va pas partir dans des guéguerres inutiles pour X ou Y raison, et encore, pour des histoires de pognon qui, honnêtement, je pense que c'est pas pour trop philosopher, mais la famille c'est quand même important, tu vois. Et je pense que il y a beaucoup de cas qui peuvent faire qu'une famille va pas, et que l'argent, je pense que c'est un des leviers qu'on peut le plus facilement actionner pour que ça aille. Je pense que c'est un de ceux qui font que ça pète le plus facilement, mais c'est surtout celui que quand tu le prends en main, ça va et au moins ça se règle. Et par exemple, tu donnerais quel conseil à ceux qui s'entendent absolument pas avec leur famille, tu vois? Ça peut arriver, moi je sais que je m'entends super bien avec mes frères et sœurs et mes parents, mais il y en a qui peuvent même pas blairer leurs parents et qui peuvent pas blairer non plus leurs frères et sœurs, tu sais, qui ont... Je pense que dans ces cas-là... Vaut mieux ne rien attendre, du coup. Oui, je pense que dans ces cas-là, il faut rien attendre. Entre guillemets, il faut faire une croix sur son patrimoine familial, tu vois. Je pense quand même que le patrimoine familial, ça va avec une certaine idée de la famille. Si on n'a aucune conception de la famille, mais peut-être à juste titre, encore une fois, c'est pas, si jamais vous êtes dans ce cas-là, je mets pas un jugement de valeur, mais je veux dire, si vous êtes dans la démarche de vous dire... que la famille, par exemple, souvent on choisit ses amis, pas sa famille, tu vois, si on est un peu dans cette démarche-là, et de se dire que sa famille, on a coupé les ponts, on veut plus la voir, à juste titre, il faut, entre guillemets, au moins pour son ego, couper toute attente vis-à-vis du patrimoine, si ce n'est uniquement ce que la loi vous permettra d'avoir. Ok. Et par exemple, en tant que nous, par exemple, on est un couple
27 ans cette année, aïe. 26. On n'a pas d'enfants encore, mais ça sera dans les projets des futures années. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour nos enfants, du coup ? Bon, ce sera ça sera entre guillemets, de faire des donations partage le plus tôt possible. Par exemple, juste des donations partage de nue propriété des sociétés ou des biens immobiliers qu'il y aura. Et de faire un testament. Je pense que le testament, faut le faire quand vous savez que vous n'aurez pas d'autres enfants. Oui. Ah oui, parce que du coup aussi, faut attendre de tous ces avoir. Le problème, c'est que si tu fais un testament avant de les avoir, une fois que tu commences à avoir tes enfants, c'est plus trop à jour. Si par exemple, t'as un enfant, tu fais ton testament, t'en as un deuxième, pareil, c'est plus à jour. Donc je pense que, puis, c'est toujours pareil, tu regardes l'étape de mortalité, là où tu as le plus de chances de mourir, c'est après 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et normalement, à cet âge-là, tu plus d'enfants en bas âge, tu vois. Donc, si tu as 30 ans, 40 ans et que tes enfants sont encore en bas âge, attends déjà de savoir que tu n'en auras pas plus avant de faire le testament, quoi. Parce que tu as, entre guillemets, moins de chances de mourir à cet âge-là que beaucoup plus vieux. Okay. Donc, déjà, je pense que ça, c'est pas mal. Et puis, pareil, entre guillemets, si tu meurs jeune, tes enfants en bas âge, ils auront pas le temps de s'engueuler pour la thune, quoi. Oui, c'est sûr. Dans tous les cas, donc c'est plutôt à régler ça quand justement tu vis très âgé, t'as 90 ans, tes enfants ils en ont déjà 60, 70. Là par contre, je pense qu'il vaut mieux avoir réglé les choses pour éviter que ça pète, parce qu'en plus tes enfants seront arrivés à des âges où on met peut-être moins son ego de côté, quoi. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode. Je pense que c'était pas mal de vous donner un petit peu notre vision et nos conseils. Puis c'est intéressant parce que je trouve qu'on parle à la fois de la vision qu'on en a d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue professionnel parce aussi. On en voit beaucoup en plus, des querelles de toi, t'en vois famille. beaucoup en tant qu'expert comptable, et moi, j'en vois beaucoup, en tout cas à mes clients, de leur conseiller quoi faire sur les problématiques de famille, quel moment on doit faire un testament, quel moment d'organiser sa succession, de toujours faire des donations partage et pas des donations simples, sinon on est obligé de la rappeler au moment de la succession. Ça coûte cher, du coup, la donation partage ? Ça doit être plus onéreux, un petit peu, parce que vu que ça passe chez le notaire, il prend des honoraires, donc bon, tu vas devoir payer un peu de fiscalité si fiscalité sur la donation doit s'appliquer, et après tu auras les honoraires du notaire. Faut compter 1%, je pense, à peu près, sur la somme transmise. Okay. Mais au moins que t'es tranquille. T'es tranquille, ouais. Okay. Bon, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Ouais. Donc merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pensez à partager l'épisode autour de vous, à nous laisser 5 étoiles, vraiment ça nous aide. Et les 5 étoiles continuent de monter, vraiment je vous remercie. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui l'ont fait sur Spotify, à le faire éventuellement sur Apple Podcast si vous voulez aussi, parce que ça nous aide un petit peu d'être sur les deux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager sur Quitte le Boomer Dream sur Instagram, parce qu'en fait vous avez des chances de passer d'avoir un conseil gratuit dans l'épisode. C'est ça. Même des fois, parce qu'on a plein de conseils IMO, si à un moment donné vous avez un conseil un peu plus juridique, alors bon, on n'est pas conseiller matrimoniaux pour les divorces, ou pour on maîtrise quand même. L'arbre chez le voisin, etc. C'est pas notre domaine, mais je veux dire, des fois vous avez des questions un peu plus fiscales, ou même par exemple, là on a parlé un peu de succession, de donation. Si justement vous avez un cas dans votre famille et que vous souhaitez qu'on en fasse une intro dessus dans le prochain épisode, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est notre métier, donc entre guillemets, c'est des sujets qu'on maîtrise bien, et puis ça nous fera plaisir d'en parler dans le podcast, quoi. Ouais. À la prochaine. Merci à vous, à bientôt. Ciao.